démarrons cette séance. Bonjour chers collègues. Bienvenue pour cette séance donc, du conseil municipal du vendredi 2 juillet 2021. Le quorum étant atteint, nous pouvons lancer nos débats. En préambule, je voudrais adresser bien évidemment un message de prompt rétablissement à Jean Touzeau, qui ne peut pas être parmi nous ce soir et à qui nous adressons toute notre sympathie. Et il convient tout d'abord de désigner un secrétaire de séance. Céline Bout étant absente, excusée, ayant donné procuration. C'est au tour d'Olivier Martin, qui est prêt, qui a son stylo en main et qui va pouvoir prendre les notes de cette séance, dont le premier sujet concerne l'approbation du PV du conseil municipal du 26 mars 2021, que vous avez tous reçu et lu. Y a-t-il des remarques sur ce procès verbal? Il n'y en a pas, je vous remercie. Nous pouvons commencer l'ordre du jour et je vais me permettre de présenter la première délibération qui concerne le Fonds départemental d'aide à l'équipement des communes 2021, le FDAEC. C'est une enveloppe globale affectée au canton de Lormont au titre du Fonds départemental d'aide à l'équipement des communes, de l'aide à l'investissement, qui est apporté par le Conseil départemental de la Gironde. Il se monte en 2021 à 186 424 €. Et les 5 communes du canton ont procédé début mai à la répartition du fonds, aboutissant à une part pour Lormont de 70 383 €. Ce fonds est destiné à subventionner des investissements communaux, bâtiments, réseaux, matériels, et la subvention sollicitée ne doit pas dépasser 80% du coût hors taxe de l'opération. Il est donc demandé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à solliciter dans le cadre de ce FDAEC 2021 une aide aux travaux sur le patrimoine communal suivant: les travaux d'aménagement du réseau d'éclairage public le long de la voie verte, quai Elisabeth Duperron et Numa Sensine, pour un montant de 201 593,43 € hors taxe, sachant que le financement serait ainsi assuré à 34,91% par ce FDAEC et à 65,09% par la ville. Y a-t-il des commentaires, des remarques? Non, je vous en remercie. La seconde délibération concerne la taxe foncière sur les propriétés bâties des constructions nouvelles à usage d'habitation. L'article 16 de la loi de finances pour 2020 a acté la suppression totale et définitive de la taxe d'habitation sur l'habitation principale. Compte tenu de cette suppression, il en résulte une refonte de l'architecture fiscale des collectivités territoriales, avec en particulier le transfert de la part départementale de taxe foncière sur les propriétés bâties aux communes. Mais ce transfert doit tenir compte de l'harmonisation à opérer sur les régimes d'exonération de taxes foncières, qui pouvaient être différents entre le cadre départemental et le cadre communal. Pour mémoire, les constructions neuves et additions de construction de logements bénéficiaient de droits d'une exonération de 2 ans des parts communales et départementales de la TFPB. Cependant, la commune avait la possibilité de supprimer cette exonération pour tous les logements neufs ou uniquement ceux dont le propriétaire ne bénéficie pas d'un prêt conventionné, ce qui était le cas à Lormont sur la base d'une délibération prise en 1992. Les constructions neuves et additions de construction de locaux professionnels bénéficiaient de leur côté d'une exonération de 2 ans pour la seule part départementale, sans possibilité de suppression par le département de cette exonération. Le département ne percevant plus de taxes foncières, les exonérations sur sa part de TFPB, notamment celles pour construction nouvelle, ne trouvent plus à s'appliquer. Sans modification législative, les exonérations de l'ex-part départementale ne bénéficieraient donc plus aux contribuables. Afin de corriger ce déséquilibre, l'article 2 de l'article 1383 du Code général des impôts a été modifié en accordant une exonération de 40% de la base imposable à la TFPB pendant 2 ans des constructions neuves et addition de construction de locaux professionnels, sans possibilité pour les communes, désormais seules attributaires de la TFPB, de supprimer cette exonération. Vous avez un ensemble de données techniques qui suit, un exemple, et il est donc demandé au conseil municipal de limiter l'exonération de 2 ans de la taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des constructions nouvelles, addition de construction, reconstruction et conversion de bâtiments ruraux en logements à 40% de la base imposable pour tous les immeubles à usage d'habitation. Cela permet en clair de préserver les ressources de la ville sans augmenter la fiscalité envers les Lormontais. Y a-t-il des commentaires sur ce sujet, Monsieur Bluge? Je voterai contre.
parce que j'aurais préféré que le taux, on prenne un taux de 60 ou 70%. Tout à fait. Y a-t-il d'autres remarques? Très bien. Comme je l'ai dit, hein, l'idée générale de cette délibération, c'est de trouver l'équilibre entre un maintien des ressources de la ville afin de pouvoir financer nos projets sans impacter davantage. Mais on note votre vote contre, c'est bien ça? Y a-t-il des abstentions? Très bien, je vous en remercie. La délibération suivante concerne le marché global de performance que nous avons lancé pour la reconstruction de la piscine municipale et la sélection des équipes appelées à concourir. Dans le cadre de ce marché global de performance, il était nécessaire de lancer un appel public à candidature auquel 4 équipes ont remis leur candidature dans les délais impartis. Vous avez le nom et la composition des équipes qui se sont portées candidates: Bouygues Bâtiment Centre Sud-Ouest, de Mathieu Bar Construction, Dune Construction et la SEG Faya. Un jury s'est réuni, hein, comme on le fait d'autre part pour les marchés. Vous avez la composition, hein, de ce jury avec les membres élus et les techniciens de nos services. Et le jury a désigné 3 équipes parmi les 4 qui avaient répondu. Ce seront donc Bouygues Bâtiment Centre Sud-Ouest, de Mathieu Bar Construction et SEG Faya qui travailleront pour nous proposer en octobre-novembre prochain le fruit de leurs travaux pour que l'on puisse définir précisément notre choix pour la prochaine piscine municipale. Y a-t-il des commentaires particuliers? Non. Nous considérons cette délibération comme adoptée. Je vous en remercie. La délibération suivante concerne la dotation de soutien à l'investissement local, une demande de subvention également, puisque dans le cadre du plan France Relance, la ville souhaite proposer au subventionnement de la dotation du soutien à l'investissement local, la DSIL, un ensemble de travaux programmés sur 2021 et 2022 pour un total de 556 503 €, autofinancé au minimum à 20%. Vous avez le détail dans le tableau. Pour 2021, la première tranche de 126 103 € de tableau, et pour la tranche 2022, 430 400, avec des travaux qui ciblent les économies d'énergie, avec des menuiseries, des chaudières remplacées, la rénovation énergétique globale de l'hôtel de ville qui en a bien besoin, une pompe à chaleur. Voilà, un ensemble de travaux pour lesquels il vous a demandé d'autoriser, monsieur le maire, à déposer la demande de subvention. Pas de commentaires. C'est donc adopté. Je vous en remercie. La délibération suivante est également très technique puisqu'elle concerne le guichet numérique des autorisations d'urbanisme, qui est une progression importante, hein, dans le service à la population, puisque cela concerne la possibilité, au travers d'un portail spécifique dénommé guichet numérique aux autorisations d'urbanisme, de mettre en place pour la saisine par voie électronique des certificats d'urbanisme, de la déclaration préalable d'enseigne, le permis de construire maison individuelle, permis de construire, permis d'aménager, permis de démolir, permis de construire, d'aménager modificatif, le transfert sur permis de construire ou d'aménager, autant de services qui pourront être accessibles 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, et permettra de déposer le dossier et de suivre les étapes de l'instruction du dossier. Pour permettre l'utilisation de ce nouveau portail numérique, il convient au préalable d'en valider les conditions générales d'utilisation, et ce qui concerne la délibération que nous discutons ce soir. Il est donc demandé d'autoriser, monsieur le maire, à publier ces conditions générales d'utilisation, ainsi que toutes les autres versions à venir qui permettront l'ouverture de ce système, le guichet numérique des autorisations d'urbanisme, à partir du 1er janvier 2022. Y a-t-il des commentaires? Non, on le considère donc comme adopté. Je vous en remercie. La délibération suivante concerne la régularisation d'un dossier qui a commencé en 1985 et qui concerne une petite parcelle, un ancien cheminement piéton entre la rue Raoul et la rue Saint-Cric à la Verdière, et qui, en 1985, Monsieur Bernard, un riverain, avait exprimé sa volonté auprès de monsieur le maire d'acquérir cette parcelle. Cette demande lui avait été accordée. Une délibération avait été prise en ce sens au prix de 1 000 francs.
vous rendez compte. La procédure n'a jamais été à son terme et en octobre 2018, M. Bernard est revenu vers nous pour demander la régularisation. Après conseil pris au prix du notaire de la ville, il s'est avéré que cette délibération, même créatrice de droit, était trop ancienne pour servir de base à la cession de la parcelle et une nouvelle délibération a donc été prise en avril 2019 pour retirer celle de 86. La cession ne pouvant se faire à titre gratuit, une nouvelle délibération doit être prise pour en fixer un prix. Au départ, la proposition de prix se basait sur une évaluation des domaines et a amené fixé le prix à 60 mètres carrés pour une superficie de 153 mètres carrés, donc on était loin des 1000 francs initiaux. Au vu de l'antériorité du dossier, de la valeur initiale envisagée pour cette cession, et il vous est proposé ce soir de minorer l'estimation des domaines à 15 € le mètre carré. Nous clôturerons ainsi un dossier qui a débuté en 1985. Y a-t-il des commentaires? Vote contre? Abstention? Non. C'est donc adopté. Je vous en remercie. Le dossier suivant concerne l'actualisation du plan de financement l'aménagement du parc des Coteaux par un plan de gestion intercommunale. Le parc des Coteaux est identifié comme une des trames structurantes paysagères de la métropole, située sur la rive droite, au titre de son classement en zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique. Suite au travail d'élaboration d'une charte commune pour le parc intercommunal des Coteaux, qui a abouti en 2014 à la création du Parc Lab, le parc de l'Ermitage bénéficie depuis 2017 d'un plan de gestion et a été classé espace naturel sensible par délibération municipale au titre du schéma départemental des espaces naturels sensibles. La mise en œuvre opérationnelle du plan de gestion comprend certaines actions mises en œuvre par les communes, des travaux d'entretien dont vous avez la liste, des opérations uniques et des préconisations de gestion du patrimoine arboré. Et il convient d'adopter le plan de financement pour 2021 et 2022 de ce plan de gestion avec 21 400 € prévus de dépenses pour 2021 et 17 064 pour 2022, un total donc de 23 164, cofinancé par le conseil départemental, la Bordeaux Métropole et la ville de Lormont. Il nous revient donc de valider ce plan de financement et d'autoriser Monsieur le maire à déposer les demandes de subvention. Y a-t-il des commentaires, des votes contre, des abstentions? Je vous en remercie. Et je passe la parole à Jean-Noël Goetz, qui va nous parler, dans le cadre du pôle ville durable, cadre de vie habitat logement, du programme d'intérêt général 2019-2024 et de 4 nouveaux dossiers. L'opération programmée d'amélioration de l'habitat, renouvellement urbain et opération de restauration immobilière qui a permis de lutter contre le mal logement et de procéder au versement de subventions pour des aides aux travaux aux propriétaires occupants et propriétaires bailleurs se poursuit à travers le programme d'intérêt général, le PIG 3. Sont concernés aujourd'hui 4 dossiers. 2 concernant l'énergie et 2 concernant l'adaptation. Pour les dossiers énergie, 24 rue Raymond Lys pour un montant de 26 058,22 avec une participation de la ville pour 1 500 €. Et le 38 rue de Mirepoort, montant des travaux 22 663,59, participation de la ville 3 000 €. Pour les dossiers d'adaptation, 22 allée Jacques Tati, 8 248 € de travaux et une participation de 1 237,20. Et 18 avenue Yves Montand, 7 640 € de travaux pour une participation de 1 041,75. Total des subventions, 6 778,95 pour la commune. Il est donc demandé au conseil municipal de valider l'attribution des aides financières aux propriétaires occupants et d'autoriser Monsieur le maire à verser les aides au financement de travaux dans le cadre de PIG 3. Par ailleurs, ces dossiers ont été examinés par les commissions Ville durable du 17 juin 2021 et commission Affaires générales du 1er juillet 2021. Merci. Donc un dispositif de soutien extrêmement important pour les propriétaires des territoires concernés. Y a-t-il des commentaires, des votes contre, des abstentions? Je vous en remercie. Je passe la parole toujours dans le cadre du pôle ville durable à Geoffrey Ruiz pour un dossier de rétrocession à Bordeaux Métropole, des chemins communaux.
Mes chers collègues, donc effectivement, il s'agit là d'une délibération concernant une rétrocession de chemin et de maillage piéton à Bordeaux Métropole. On est dans le cadre ici de la loi MAPTAM de janvier 2014 qui rend Bordeaux Métropole compétente de plein droit en matière de création et d'aménagement et d'entretien d'espaces publics dédiés à tout mode de déplacement urbain. Donc, il est prévu par le CGCT que les biens et droits à caractère mobilier ou immobilier situés sur le territoire de la métropole et utilisés pour l'exercice des compétences transférées sont mis de plein droit à disposition de la métropole par les communes membres. Un procès-verbal établi contradictoirement précise la consistance et la situation juridique de ces biens et droits. La CLECT, donc la Commission locale d'évaluation des charges transférées, au terme de ces travaux, a identifié dans un tableau que vous avez en page suivante l'ensemble des espaces publics devant être transférés, notamment ceux de la ville de Lormont. Et cette évaluation a été approuvée déjà depuis le 27 octobre 2017. Donc la liste des espaces publics aujourd'hui que vous avez, les 16 espaces publics qui sont des maillages piétons essentiellement, sont transférés à Bordeaux Métropole et il s'agit essentiellement là d'une régularisation. Et donc nous avons transféré cette compétence par le biais de cette délibération. Les conditions du transfert sont les suivantes. Le transfert est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu à aucune indemnité ou taxe. Il est demandé au conseil municipal de transférer en pleine propriété les espaces publics relatifs à tout mode de déplacement urbain et leurs ouvrages accessoires, définis dans le tableau ci-dessus, de constater que le transfert se fait à titre gratuit, de constater que le tableau répertoriant les biens objets du transfert ci-dessus, ainsi que l'annexe jointe vos procès-verbal contradictoires, et d'autoriser Monsieur le maire à signer tous les documents afférents à ce transfert et de mettre en œuvre les formalités nécessaires. Ce dossier a été examiné par la commission Ville Durable le 17 juin 2021. Une délibération de régularisation. Y a-t-il des commentaires, des votes contre, des abstentions? Je vous en remercie. Toujours Geoffrey Ruiz pour un dossier de biographie. Donc effectivement, on est situé là, mes chers collègues, sur le secteur de la rue Jean Hittet. On est dans le cadre du projet urbain partenarial, le PUP, et son programme d'aménagement des espaces publics, qui rend nécessaire de clarifier la biographie du secteur afin de pouvoir procéder à un numérotage correct. Aujourd'hui, la rue Jean Hittet se prolonge à l'est de l'avenue de Paris par la rue Jean Hittet prolongée. La requalification de cette voie dans le cadre du PUP Ramade Sud en fait définitivement une impasse pour les véhicules, puisque l'aménagement au droit de l'alignement des chaînes centenaires sera dédié au cheminement doux. Il est donc proposé, pour garder une cohérence d'usage, de désormais dénommer cette portion de voie chemin Jean Hittet. Lorsque la totalité des aménagements programmés par le PUP sera réalisée, ce chemin aura vocation à être prolongé jusqu'à la rue Cassagne. De même, il faudra alors dénommer la voie nouvelle nord-sud, desservant le foncier de M. Fradin, et dénommer également la portion de chemin communal entre le chemin Jean Hittet et l'avenue John Fitzgerald Kennedy. Juste pour mémoire par rapport à Jean Hittet, donc, cette personne est née le 16 juin 1905 à Ivrac. Il était ouvrier forgeron à la Société nationale des constructions aéronautiques du Sud-Ouest à Bacalan et vivait à Lormont. Il était militant communiste dans la clandestinité et résistant de l'organisation spéciale, et il fut fusillé par les Allemands comme otage le 21 septembre 1942 au camp de Souges, sur la commune de Martignas, en représailles à l'attentat qui s'était déroulé à Paris au Cinéma Rex. Il est demandé au conseil municipal de dénommer chemin Jean Hittet depuis l'avenue de Paris jusqu'au droit de la parcelle A0312 et d'autoriser Monsieur le maire à entreprendre les démarches nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Ce dossier a été examiné lors de la commission Ville Durable du 20 mai 2021. Y a-t-il des commentaires? Des votes contre, des abstentions? Merci beaucoup. Il était important de conserver le nom de Jean Hittet et de changer juste le terme de chemin pour célébrer cette personne. Merci beaucoup. Nous passons maintenant, toujours dans le cadre du pôle Ville Durable, au dossier de politique de la ville. Le premier d'entre eux concerne la dotation politique de la ville 2021. Je passe donc la parole à Marie-Josée Salabert. Eh bien, bonsoir. La dotation politique de la ville est une enveloppe complémentaire à la dotation solidarité urbaine qui a été mise en place depuis 2009. 200 communes en bénéficient depuis 2019, sachant que l'enveloppe nationale a été reconduite cette année à 150 millions.
Pour Lormont, la dotation 2021 a été fixée à 678 202 €, en augmentation de 67 409 € par rapport à 2020. La dotation politique de la ville est destinée à financer des actions initiées dans le champ du développement social et urbain et rattachées aux différents axes du contrat de ville: favoriser l'inclusion numérique, faire participer les habitants et les acteurs à l'amélioration du cadre de vie, améliorer l'accès et diversifier l'offre en matière de sport, loisirs, culture pour les habitants des quartiers, en particulier les jeunes et les femmes, favoriser la tranquillité publique et la prévention de la délinquance. La préfecture a arrêté le 27 mai dernier la liste des 11 actions retenues sur proposition de la ville. En conséquence, il est demandé au conseil municipal d'autoriser M. le maire à solliciter l'attribution de la dotation politique de la ville 2021 et d'autoriser M. le maire à signer la convention dotation politique de la ville 2021 que vous avez en annexe 11 et vous avez les 11 propositions en annexe, enfin les 11 financements en annexe 11.2. Pardon. Y a-t-il des commentaires, des votes contre, des abstentions? Je vous en remercie. Marie-Josée Salabert, toujours pour les subventions complémentaires aux associations intervenantes. Alors, comme chaque année, plusieurs opérateurs œuvrant dans le cadre de la politique de la ville ont sollicité auprès de la commune des subventions qui viendront compléter les plans de financement des actions déjà proposées dans le cadre de l'appel à projet de l'État Bordeaux Métropole selon les 4 piliers du contrat de ville, à savoir développement économique et emploi, cohésion sociale, culture, cadre de vie et renouvellement urbain, valeurs de la République et citoyenneté. Les actions concernées sont jointes en annexe. La somme totale proposée est de 26 450 €. Il est demandé en conséquence au conseil municipal d'approuver le montant de ces subventions complémentaires, d'autoriser M. le maire à verser les subventions aux différentes associations concernées pour la somme totale de 26 450 €, d'autoriser M. le maire à signer tout document de partenariat avec les dites associations dans le cadre des actions concernées, d'autoriser enfin l'inscription budgétaire de ces subventions imputées sur l'article 65-74, chapitre 65 du budget 2021. Ce dossier a été examiné lors de la commission Ville durable du 17 juin 2021. Vous l'avez en annexe 12 pour toute explication. Merci beaucoup. Des commentaires? Non. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Je vous en remercie et je passe la parole à Nicolas Lebigot qui va nous présenter une délibération qui concerne l'adhésion à l'Association des villes pour la propreté urbaine. Bonsoir. Dans le cadre de la réflexion et des actions à mener pour améliorer la politique de propreté sur la commune et après des premiers échanges avec cette association, il semble intéressant que la ville adhère à ce réseau. L'Association des villes pour la propreté urbaine a été créée en 2010 et regroupe aujourd'hui près de 200 collectivités françaises, belges, suisses et luxembourgeoises. L'adhésion à cette association permettra d'avoir accès à des ressources et une base de données pour évaluer la propreté de la commune sur la base d'une grille établie par la VPU. Cette première étape permet d'obtenir le label Ville éco-propre et ensuite de progresser au sein de ce label au fur et à mesure des actions mises en place, De pouvoir se positionner en termes de résultats par rapport à d'autres villes françaises. De pouvoir communiquer sur ses objectifs et sur ses résultats. De partager, échanger sur les bonnes pratiques, les initiatives et expérimentations, ainsi que les différents résultats obtenus lors des différentes rencontres ou événements organisés par la VPU, ou grâce au site internet et à la documentation publiée par la VPU. De progresser dans ces objectifs grâce aux recommandations et aux plans d'action thématiques réalisés par les clubs AVPU, permettant de mettre en œuvre des dispositifs testés et validés. L'adhésion est de 900 € pour l'année, pour une collectivité de 20 000 à 50 000 habitants, et il est donc demandé au conseil municipal d'adhérer à l'Association des villes pour la propreté urbaine au prix de 900 € par an, d'autoriser M. le maire à signer tout acte nécessaire à l'exécution de la présente délibération. Ce dossier a été examiné lors de la commission Ville durable du 20 mai 2021. Y a-t-il des commentaires? Oui, Madame Casanova. Excusez-moi, je n'ai pas pu être là au conseil privé pour poser quelques questions, mais moi en tout cas ici le problème c'est que, bon, j'ai rien contre l'adhésion à cette association, mais les problèmes de la propreté on les connaît dans la ville, on n'a pas besoin spécialement d'avoir une association pour les évaluer.
et encore moins pour avoir des labels. Je crois que le vrai problème, c'est que depuis la mutualisation des services de propreté avec la métropole, la propreté sur la voirie métropolitaine qui était assurée par la ville avant, maintenant elle est assurée par un pôle rive droite qui dessert 11 communes en même temps. Donc je crois que voilà, ce qu'il faut, c'est un service public de la propreté renforcé, et donc je vais m'abstenir. Très bien. En fait, cette question de la propreté est effectivement complexe, hein, avec beaucoup d'intervenants différents, et l'idée de cette adhésion, c'est bien de la prendre comme un centre de ressources et d'avoir des idées complémentaires à tous les moyens que l'on met en place, dont les moyens métropolitains qui sont évidemment très importants à nos côtés. D'accord, donc on note votre abstention ? Très bien, y a-t-il d'autres commentaires ? Monsieur Bluge ? Sur Carrier, j'ai remarqué qu'il y avait souvent des encombrants déposés tous les jours. Et j'ai vu également que la municipalité louait un camion pour ramasser ces encombrants. Est-ce qu'on ne pourrait pas envisager de faire une aire de stockage pour limiter les passages et faire en sorte que les gens qui habitent le quartier déposent les encombrants dans un même lieu? Alors, ce que nous rappelons sans cesse aux personnes concernées, aux quartiers concernés, lorsque c'est le cas, c'est que vous prenez comme exemple le quartier Carrier, et c'est vrai que chaque jour, dans tous les quartiers de Lormont, nous faisons en sorte d'apporter le service pour maintenir le niveau de propreté attendu. Il y a, quand on est au quartier Carrier, on doit être à peu près à 1,5 km, je pense, 2 km de la déchetterie métropolitaine. Et que là, on est typiquement face à de la mauvaise volonté. Ouais, mais... Et nous préférons continuer à encourager la gestion des encombrants mensuels pour l'instant et demander aux habitants d'être des citoyens responsables et d'aller à la déchetterie. Nous ne sommes pas là pour ramasser tous les déchets qui se présentent. Donc voilà, nous préférons conseiller aux habitants de se déplacer d'1,5 km pour aller à la déchetterie métropolitaine. Mais c'est vrai que cet endroit est un endroit où on retrouve régulièrement des dépôts par des personnes qui ne respectent pas la vie collective. Je comprends très bien, mais tout le monde n'a pas le moyen de se déplacer à la déchetterie. Et quand on change son salon, le divan, où on n'a pas de moyen de stockage, là, qu'est-ce qu'ils font? Ils le descendent au pied de l'immeuble. Tous les meubles, tous les électroménagers sont bien amenés par quelqu'un. Et aujourd'hui, dans les magasins, dans de très nombreux cas, il y a obligation de reprendre la loi. Et d'ailleurs, nous le payons tous quand on achète les éléments. Donc, et puis, il nous arrive régulièrement, quand la personne ne peut pas se déplacer, personnes âgées, personnes en difficulté de mobilité, de donner les coups de main qu'il faut. Mais je le répète, les dépôts sauvages, c'est des citoyens qui ne respectent pas la vie collective et qui pourraient faire 1 km, 1,5 km pour le cas de Carrier, bien évidemment. Bon. Y a-t-il d'autres commentaires, Monsieur Bordenave? Pardon, bonsoir, je voulais réagir également. Est-ce que pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer, qui ne sont pas un acte de vandalisme avéré, pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer, est-ce qu'un service de la mairie est en place ou pourrait être mis en place pour justement venir chercher ces encombrants à la demande? Alors pour l'instant, ces encombrants, comme vous le savez, sont ramassés à date fixe et ça restera comme ça jusqu'à au moins cette année. Nous sommes en train de travailler, ce dossier est suivi par Nicolas Lebigot et Jean-Noël Goetz, à justement l'avenir de ce dispositif et son adaptation, pourquoi pas. Donc on est en train d'y travailler dans le pôle ville durable, donc cette question, vous pourrez apporter votre regard et vos idées dès que ça sera prêt. Voilà. Mais c'est un sujet que l'on travaille effectivement actuellement. D'autres commentaires? On considère cette adhésion comme validée. Je vous en remercie. C'était la dernière délibération qui concernait le pôle ville durable. Et je passe maintenant la parole à Yasmina Boultam dans le cadre du pôle ville vivante pour la révision du tarif de la caution de la salle des familles.
Merci, bonsoir chers collègues. Comme vous le savez, la ville met à disposition des associations et des familles des divers équipements municipaux afin de leur permettre donc d'exercer leur activité. Et puis en ce qui concerne la salle des familles, celle-ci a été réhabilitée totalement. Donc ce qui implique donc la modernisation de cette salle, notamment par des mobiliers neufs, de systèmes d'alarme par badge, armoires, etc. Ce qui nous conduit à proposer une augmentation de la caution à 300 € au lieu de 150 € actuellement. Donc la caution, comme vous le savez, chers collègues, constitue une garantie pour la commune sur les frais de remise en état ou de remplacement en cas de dégradation constatée sur l'état des lieux. Donc il vous est proposé cette mise à jour et par conséquent, il est demandé au conseil municipal d'approuver le montant de la caution à 300 € pour la location de la salle des familles aux particuliers, et ce à compter de la présente délibération. Ce dossier a été examiné lors de la commission Ville Vivante du 21 juin 2021. Merci. Y a-t-il des commentaires? Oui, Madame Casanova. C'était juste pour dire que je trouvais ça un peu important comme augmentation, parce que même si c'est une caution, il y a des familles qui ne peuvent pas payer ça. Donc, comme c'est quand même une salle qui est pour les familles, pour les particuliers aussi, quand ils veulent faire des événements, je vais m'abstenir sur l'augmentation. Alors, Madame Casanova, je rappelle que cette caution n'est pas encaissée. C'est juste, voilà, c'est juste... Oui, juste en cas de problème. D'accord. On est bien d'accord. Donc on note votre abstention, c'est ça? Très bien. Monsieur Bluge? Je voudrais savoir ce qu'il arrive si les dégâts causés ne sont pas couverts par la caution. Ils sont pris à... Nous portons plainte contre l'utilisateur et... Vous facturez l'ensemble des réparations. Il y a une assurance derrière qui entre en jeu. Voilà. Et bien évidemment, nous ne prêtons plus la salle aux personnes concernées, bien évidemment. Mais il y a tout un dispositif, bien sûr. D'accord, voilà. Bien sûr. Merci. D'autres questions, d'autres commentaires? Très bien, on considère cette délibération comme adoptée. Je vous en remercie. Nous attaquons maintenant les délibérations du pôle Affaires Générales. Et je passe la parole à Yannick Morat pour une première délibération qui concerne l'occupation du domaine public à titre commercial. Oui, bonsoir. Ça concerne la fixation d'une redevance, donc au titre de l'occupation du domaine public à titre commercial. L'occupation du domaine public, que ce soit les trottoirs, les places ou en l'occurrence les terrasses, par un commerce doit répondre à des conditions fixées par l'autorité administrative, en l'occurrence la commune. Elle nécessite une autorisation d'occupation temporaire du domaine public qui prend la forme d'un arrêté et le paiement d'une redevance. Pour occuper une partie du domaine public devant son établissement commercial, il faut respecter certaines règles. 1. Ne créer aucune gêne pour la circulation du public et les accès aux véhicules de secours, laisser libre accès aux immeubles voisins et préserver la tranquillité des riverains, respecter les dates et les horaires d'installation fixés dans l'autorisation ainsi que les règles d'hygiène et de salubrité. Ces règles seront reprises dans le règlement d'occupation du domaine public à titre commercial qui précisera aussi les modalités de demande et de délivrance de l'autorisation d'occupation. Cette autorisation sera personnelle, précaire et révocable. Après comparaison avec les tarifs pratiqués sur d'autres communes de la métropole, il est proposé d'appliquer à Lormont un tarif annuel de 15 € le mètre carré de superficie au sol de la terrasse par an. Une astreinte de 500 € par jour sera appliquée en cas d'utilisation sans autorisation et de 100 € par jour en cas de non-respect des conditions d'utilisation. Afin de prendre en compte le contexte particulier de l'année 2021, dû à la pandémie, et de fermeture des établissements de restauration, il est proposé l'exonération de la redevance sur l'année 2021. Nous la ferons payer qu'à partir de janvier 2022. Cela laissera aussi le temps sur l'année 2021 de procéder à l'information sur le dispositif et d'effectuer les démarches de déclaration, d'instruction et d'attribution des autorisations d'occupation. Il vous est donc demandé d'instaurer une redevance de 15 € le mètre carré et ainsi que d'instaurer des astreintes de 500 € par jour en cas d'utilisation sans autorisation et 100 € par jour pour non-respect des conditions d'utilisation et ainsi aussi d'exonérer la redevance pour l'année 2021. Nous avons étudié ce dossier hier soir en commission Affaires Générales. Très bien. Y a-t-il des commentaires? Monsieur Bluge? Hier, j'étais à la commission, donc on a parlé de ce problème. Monsieur Dipéry a parlé du tailleur de pierre qui se trouvait à côté du lavoir Blanchereau. S'il était
si lui aussi est assujetti, partie prenante dans cette redevance. Et je voudrais savoir si le garage Coq est aussi partie prenante dans cette redevance. Tout commerce qui nécessite une terrasse ou qui demande une terrasse, bar, restaurant... ou une utilisation du domaine public. Voilà, c'est de l'utilisation du domaine public. Oui, l'utilisation du domaine public, voilà. Donc, pour le tailleur de pierre, si on en a discuté, c'est vrai qu'on n'y avait pas pensé, donc on va se renseigner. Mais logiquement, oui, parce qu'il demande une occupation du domaine public, donc il sera concerné certainement aussi. Et donc le garage Coq également, s'il utilise le domaine public, bien évidemment. Très bien, merci pour la réponse. Je vous en prie. Y a-t-il d'autres commentaires, questions? Oui, Monsieur Bordenat. Bonsoir. Juste pour être clair, est-ce qu'après la déclaration, les emplacements seront marqués au sol ou est-ce que ça sera... Oui, les emplacements vont être marqués au sol. On ne sait pas encore, soit avec des plots, soit avec la peinture. On est en train d'y réfléchir, mais oui, ce sera bien délimité de façon à ce qu'il n'y ait pas de quiproquo. D'autres commentaires? Qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous en remercie. Toujours Yannick Morat pour la délibération suivante qui concerne les ressources humaines. Alors là, il s'agit de la mise en place d'une indemnité forfaitaire complémentaire pour les élections, l'IFCE. À l'occasion des dernières élections départementales et régionales, le personnel communal a été mobilisé en dehors de ses heures de travail pour aider à tenir les bureaux de vote. Pour les agents qui ne peuvent bénéficier du régime des indemnités horaires pour travaux supplémentaires du fait de leur statut, le conseil municipal peut décider de mettre en place une indemnité forfaitaire complémentaire pour élection, donc qui s'appelle l'IFCE. Il vous est donc demandé d'approuver cette mise en place pour les agents stagiaires, titulaires et contractuels de droit public de catégorie A, qui travaillent à temps complet ou non complet et ayant accompli des travaux supplémentaires à l'occasion d'une consultation électorale. On vous demande aussi de décider que le crédit global affecté à ces indemnités est calculé sur la base du montant de référence de l'IFTS, des attachés territoriaux au coefficient 8, et en tenant compte du nombre de bénéficiaires. Et enfin, de décider que le montant attribuable individuellement sera déterminé par le maire dans la limite du crédit global et en tenant compte des maxima prévus par les textes, en fonction du nombre d'heures effectives de travail, des missions et responsabilités confiées à chaque bénéficiaire dans l'organisation matérielle et administrative de l'élection et lors du scrutin. Donc, excusez-moi. Donc, il est décidé que lors des deux élections sont organisées le même jour, l'IFCE n'est versé qu'une seule fois. Lorsque la consultation électorale se déroule en 2 tours de scrutin, l'IFCE est versé après chaque tour de consultation électorale. Et enfin, de décider que les dépenses correspondantes seront imputées au budget de l'exercice en cours. Et ce dossier est examiné lors de la commission Affaires Générales d'hier. Bien. Y a-t-il des commentaires? Oui, Madame Casanova. C'était pour savoir, j'ai cru comprendre que ça dépendait du nombre de jours, du nombre de la qualification de l'agent, mais est-ce que, enfin, je ne comprends pas quel est le montant en fait de cette indemnité. En fait, elle dépend des cas de figure, mais ça concerne bien les agents à temps complet ou non complet. Oui, ça j'ai compris, mais je veux dire, c'est 15 €, c'est 80 €, c'est mais ça dépend des niveaux de position dans la ça dépend de la catégorie de l'agent, ça dépend de la catégorie. Donc là, ça concerne en l'occurrence 4 agents. C'est la catégorie A. Mais ouais. Ok. En fait, le montant dépend du niveau de carrière des agents concernés. Vous voyez, ça marche. Y a-t-il d'autres questions, d'autres commentaires? On considère cette délibération comme acceptée. C'est l'occasion de remercier l'ensemble du personnel qui s'est beaucoup mobilisé pour ces récentes élections et qui ont permis que nous tenions le double du bureau de vote, à savoir 28. Merci beaucoup. Nous passons toujours dans les ressources humaines à la délibération suivante qui concerne la gratification des stagiaires de l'enseignement supérieur. Je rappelle que la ville est très impliquée dans la politique en faveur de la jeunesse et s'attache à accompagner ces jeunes dans leur parcours de formation. Nous recevons entre 150 et 180 stagiaires de tout niveau scolaire chaque année dans les différents services de la ville, permettant ainsi à ces derniers de découvrir les métiers de la fonction publique et territoriale. Depuis 2014, la réglementation a rendu obligatoire une gratification minimale à un stagiaire de l'enseignement supérieur lorsque la durée du stage est supérieure à 2 mois, tout en laissant la possibilité de verser également une gratification pour les stages inférieurs à cette durée.
Le taux minimum de gratification est fixé à 15% du plafond horaire de la sécurité sociale. À ce titre, il est nécessaire de formaliser notre politique de gratification. Il est donc proposé de décider que le conseil municipal décide d'approuver le versement d'une gratification à ses stagiaires et lorsque la durée du stage est supérieure à 2 mois consécutifs ou non, au cours d'une même année scolaire ou universitaire, soit l'équivalent de 44 jours sur la base de 7 heures par jour, ou au-delà de la 308e heure de stage, même si celui-ci est effectué de façon non continue. Et enfin, sur la base du taux minimum de gratification fixé à 15% du plafond horaire de la sécurité sociale, enfin de décider que les crédits nécessaires soient inscrits au budget principal et de décider que M. le maire sera chargé de prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Y a-t-il des commentaires? Oui, Madame Casanova? Ça va être la même chose. Bon, premièrement, je me demande, étant donné que ça existe depuis 2014, pourquoi c'est juste créé maintenant? Qu'est-ce qui s'est passé avant pour les stagiaires qui sont passés, puisqu'ils ont l'air d'avoir été nombreux? Et également, je voulais savoir un peu qu'est-ce que ça voulait dire sur la base du taux minimum de gratification fixé à 15% du plafond horaire de la sécurité sociale. C'est quel montant, là? Pareil, quand je ne comprends pas, je demande. Y a-t-il un moyen de donner un montant précis sur cette question? C'est un tarif réglementaire qui est fixé à environ 3,65 € qui est réévalué chaque année. C'est l'heure. En fait, c'est déjà appliqué, mais c'est une délibération qui régularise la situation. C'est le trésorier payeur général qui nous a demandé de passer cette délibération, mais nous gratifions déjà les stagiaires qui répondent à ces critères. Oui, mais cette gratification existe depuis de nombreuses années, mais n'était pas formalisée. Donc, à la demande du trésorier, ce soir, on doit le passer en délibération pour que ce soit régularisé. Je ne vais pas voter contre le fait que les jeunes aient ce qu'on appelle une gratification, mais je suppose que tous ceux qui sont jeunes et qui ont travaillé en stage savent qu'ils font un vrai travail et que ça devrait être rémunéré correctement, quoi. Je vote pour, mais avec cette réserve. D'autres commentaires? Y a-t-il des votes contre? Qui s'abstient? Je vous en remercie. Yannick Morat, toujours pour une délibération qui concerne des créations de postes non permanents. Alors, conformément à l'article 34 de la loi de janvier 84, les emplois de chaque collectivité sont créés par l'organe délibérant de la collectivité. Et afin de prendre en compte les nécessités de service, il vous est proposé de créer 5 postes non permanents sur le fondement de l'article 3.2.11. 2 postes dont les premiers postes sont 2 postes contractuels à temps complet de conseiller numérique dans le cadre du dispositif de plan de relance lancé par l'État. À noter que ces postes seront pourvus sous condition d'obtenir l'aide de l'État fixée à hauteur de 50 000 € chacun pour 2 ans. Nous n'avons pas encore la réponse pour cela. Les conseillers auront pour principale mission d'aider les usagers sur leur démarche d'accès aux droits afin de leur apporter un accompagnement fiable et de qualité et d'accompagner la mise en place d'une action inscrite au plan d'action Cité éducative sur le déploiement des outils du Fab Lab avec les partenaires et d'accompagnement des parents dans leur rôle éducatif face aux usages numériques. Pour le second poste, ils seront recrutés sur un emploi de niveau hiérarchique catégorie C+, voire B, dans la filière animation ou administrative pour une durée de 2 ans. Ensuite, la création de 3 postes contractuels à temps complet, 2 animateurs et un éducateur spécialisé, en raison du nouveau cadrage du dispositif Cité éducative, par rapport au plan déposé pour 2 actions, remobilisation et prévention du décrochage scolaire, et renforcement du programme de réussite éducative. Les 2 animateurs seront recrutés sur un emploi de niveau hiérarchique catégorie C+, voire B, dans la filière animation pour une durée de 1 an. L'éducateur spécialisé aura pour principale mission l'accompagnement renforcé des 16-18 ans se trouvant en marge du système scolaire. Il sera recruté sur un niveau hiérarchique de catégorie A dans la filière sociale pour une durée de 1 an. L'ensemble de ces contrats seront liés au projet qui donne lieu à leur création. Ils pourront prendre fin après un délai d'1 an minimum si les projets ne peuvent pas être réalisés. À l'inverse, ils seront renouvelables par reconduction express lorsque les projets prévus ne seront pas achevés au terme de la durée initialement déterminée et ne pourront excéder 6 ans. Il vous est donc demandé d'approuver la création de 2 postes à temps complet de conseiller numérique,
d'approuver la création de 3 postes à temps complet, d'inscrire les crédits afférents au chapitre 12, et ce dossier est examiné lors de la commission Affaires Générales du 1er juillet. Très bien. Y a-t-il des commentaires, des questions? Madame Casanova? Et ce sont des postes qui sont nécessaires et qui peut-être non seulement servent à des projets, mais des projets qui devraient être pérennisés pour plus d'1 an, 2 ans, voire 6 ans. Donc je ne m'oppose pas à l'emploi, mais je m'oppose à la précarité, donc je m'abstiens. D'accord, très bien. Donc oui, on est bien sur des postes liés à des projets, limités dans le temps, et à des financements liés limités dans le temps également. Donc ça va nous permettre de lancer ces projets si nous obtenons les financements. D'accord, donc nous notons votre abstention. Y a-t-il d'autres commentaires, des votes contre? Je vous en remercie. Nous passons la parole maintenant à Valdemar Camarena Félix pour toujours dans les pôles Affaires Générales, une délibération qui concerne la transition alimentaire et le renouvellement de l'adhésion à un groupement d'achat métropolitain. Chers collègues, comme vous le savez, en 2005, la communauté urbaine de Bordeaux a créé un groupement de commandes sans limitation de durée, nommé ADARS, achat de denrées alimentaires pour le restaurant et collectivités et d'entreprises, afin de réaliser la mise en concurrence nécessaire pour la passation de marchés publics de fourniture de denrées alimentaires de l'ensemble des membres. Ce groupement mandaté par Bordeaux Métropole rassemble aujourd'hui 16 membres. Les communes sont listées en annexe en votre possession. Pour rappel, cela représente un volume de 30 000 repas par jour, soit la somme de 44 364 572,36 € hors taxes sur 4 années d'exécution de marché. Je crois que mon micro a un petit problème. La ville adhère à la DARS depuis le 1er mars 2017. Il reste libre de se retirer du groupement au 1er janvier de chaque année avec un préavis de 4 mois. Bordeaux Métropole, coordonnatrice du groupement, est chargée au nom des membres du groupement en vue de passation de marché public, du recensement de besoins de l'ensemble des membres du groupement de commande jusqu'à la rédaction des documents de la consultation d'entreprise, de la définition de la mise en œuvre de l'ensemble de la procédure de mise en concurrence dans le respect des règles de code de la commande publique jusqu'au choix des attributaires, de signer et de notifier les marchés concernés. La ville participe aussi à l'analyse technique des offres et pour ce qui la concerne, s'assure par la suite de la bonne exécution du marché. L'ensemble des membres du groupement participent aux frais de gestion. Les prestations réalisées par le coordonnateur donnent lieu au paiement d'une redevance d'un montant de 0,5% des marchés passés pour la ville. Afin de faciliter la mutualisation des procédures de marché et de contribuer à la réalisation d'économies sur les achats alimentaires, il est donc demandé au conseil municipal de renouveler l'adhésion au groupement de commande de la DARS relatif à la fourniture des denrées alimentaires, d'autoriser le coordonnateur du groupement de commande Bordeaux Métropole, représenté par son président, à organiser l'ensemble de la procédure de mise en concurrence, de désigner au sein de la commission d'appel d'offres du groupement de commande un représentant titulaire et suppléant de la ville d'Ormont, à savoir titulaire Yannick Morin et suppléant moi-même, donc Valdemar Camarena Félix. D'autoriser le coordonnateur du groupement de commande à Bordeaux Métropole, représenté par son président, à signer et notifier l'ensemble des marchés publics pour le compte de la ville d'Ormont. D'autoriser M. le maire à prendre toutes mesures nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Ce dossier a été examiné lors de la commission d'affaires générales le 1er juillet 2021 et je vous demande d'être indulgent par rapport à mon accent du Sud. Merci. Nous le sommes, rassure-toi. Y a-t-il des commentaires sur ce renouvellement d'adhésion? Des votes contre? Des abstentions? Je vous en remercie. Nous passons maintenant aux délibérations qui concernent le pôle ville inclusive. La première délibération concerne le périmètre de préemption commerciale. Elle va nous être présentée par Grégory Faucon. Chers collègues, bonsoir. Donc l'article L214.1 du Code de l'urbanisme offre la possibilité à la commune de délimiter un périmètre de sauvegarde du commerce et de l'artisanat de proximité à l'intérieur duquel elle peut exercer un droit de préemption sur les fonds artisanaux, les fonds de commerce, les baux commerciaux et les terrains portant
ou destinés à porter des commerces lorsqu'ils sont aliénés à titre onéreux. Dans le cadre de ce dispositif, après avoir défini un périmètre, la commune doit, lorsqu'elle décide de préempter, dans le délai de 2 ans à compter de la prise d'effet de la cession, rétrocéder le fonds artisanal, le fonds de commerce, le bail commercial ou le terrain à une entreprise en vue d'une exploitation destinée à préserver la diversité de l'activité commerciale et artisanale dans le périmètre concerné. Dans ce délai, elle peut mettre le fonds en location-gérance. Ce droit de préemption permet donc à la commune de mener une politique économique dans l'objectif de favoriser le maintien et la diversité des activités artisanales et commerciales de proximité. Pour faciliter la mise en œuvre de ce dispositif, le conseil municipal peut déléguer au maire sa compétence pour l'exercice du droit de préemption conformément aux dispositions de l'article L. 2122-22-21 du Code général des collectivités territoriales. Il est donc proposé au conseil municipal de valider un périmètre de sauvegarde du commerce et de l'artisanat de proximité sur le bourg ancien, tel que proposé pour les rues suivantes. Alors, tel que proposé, en concertation avec la Chambre de commerce et de l'industrie qui a mené une étude, et cette étude a également été validée par la Chambre des métiers et de l'artisanat. Donc ce premier périmètre, il s'agit des rues Marc Talavy, André Dupin, entre le pont de Mireport et l'angle de la rue Abarategui, rue de la République, rue du Général de Gaulle, rue Jean Jaurès, quai Nouma-Sansine, quai Chéniaud-Bichon et place Aristide-Briand. Un deuxième périmètre a été retenu. Donc il est demandé de valider ce deuxième périmètre de sauvegarde du commerce et de l'artisanat de proximité sur l'îlot commercial Génicard Centre, tel que proposé pour les rues suivantes. La rue Jean Auriac, la rue des Garrosses entre l'angle de l'avenue de la Libération et la rue Auriac, et l'avenue de la Libération entre l'angle de la rue Auriac et la rue des Garrosses. Alors, il y a eu une erreur dans les documents que vous avez reçus. Étaient indiquées 6 autres rues. C'est un copier-coller malheureux. Je vous prie de bien vouloir nous en excuser. Les rues Thiers, Baste, rue du Marché, du 8 mai, Édouard Vaillant et Jean Jaurès ne font évidemment pas partie de ce périmètre. Donc, il est demandé aussi d'instaurer à l'intérieur de ces périmètres un droit de préemption tel que prévu par l'article L214.1 du Code de l'urbanisme, de donner la délégation à Monsieur le maire pour exercer ce droit de préemption au nom de la commune et pour signer tous les documents nécessaires pour ce faire. Ce dossier a été examiné lors des commissions Ville inclusive en date du 14 juin 2021 et Affaires générales hier soir. Y a-t-il des questions ou des remarques? Y a-t-il des... Oui, Madame Casanova? Soutenir. Très bien. Monsieur Bluge? Puisqu'on parle de commerce, je vais parler d'un autre domaine de la préemption des commerces. Au 24 de l'avenue de la Libération, il y avait un boulanger. Ce boulanger a été remplacé par de la restauration rapide. Or, j'ai vu des plats qui arrivaient d'une autre destination et qui étaient stockés à l'intérieur, ce qui est contraire à l'hygiène. Donc je demande à ce qu'on vérifie. D'autre part, vous pouvez regarder, lorsque vous allez avenue de la Libération au 24, la poubelle de la ville a été déplacée. On voit très bien le marquage au sol. Et la poubelle étant déplacée, tous les restes de repas sont mis dans la poubelle à l'extérieur. Très bien. Voilà. Donc on le note. Oui. Deuxième point, sur la préemption. Alors ça n'a rien à voir avec la préemption du commerce, mais comme il y a préempté, la rue Marc Talavy est très impactée par la préemption, ainsi que la place Auberny. La place Auberny, vous avez le bâtiment où il y avait les saveurs métisses, le toit a été endommagé, ça crée des infiltrations chez le voisin au numéro 6. Donc avec ce qui s'est passé à Bordeaux, il ne faudrait pas que ça nous arrive. Premier point. Deuxième point, quand on fait de la préemption, on enrichit le patrimoine de la ville. Si on n'entretient pas les bâtiments préemptés,
c'est notre patrimoine qui dévalue. Or, il s'avère que depuis 30 ans, l'imprimerie de la rue Marc-Talavi a été préemptée, rien n'est fait, le plafond à l'intérieur s'est effondré, les jardins ne sont pas entretenus, les ronces passent par-dessus chez les voisins. Il y a la même chose pour l'ancienne coiffeuse Bouclette qui est juste en face de chez moi. Préemptée, quand on préempte, c'est qu'on a une idée de ce qu'on va faire. Or, si au bout de 10 ans, on n'a rien fait, c'est qu'on a préempté sans avoir d'idée. Alors, nous avons bien évidemment, chaque fois que nous préemptons, d'ailleurs la ville de Remont préempte, mais il y a beaucoup la métropole qui préempte l'objectif, évidemment, d'intervenir sur ce que l'on appelle l'îlot du Lavoir dans sa totalité. Il reste quelques parcelles que nous surveillons. Plusieurs des biens que vous avez cités ont fait l'objet de vérifications et donc de travaux en cours ou à venir, notamment Place Auberny, puisqu'on les a suivis. Donc vous voyez, nous avons bien une idée directrice pour que dans cet îlot du Lavoir, notamment sur la partie intérieure, qui concerne un espace vert extrêmement important que nous souhaitons maîtriser et sauvegarder, de toute tentation immobilière, nous avons l'objectif d'en faire une trame verte autour de l'agriculture urbaine. Et donc il y a bien une idée directrice qui nous amène aujourd'hui à travailler avec la métropole, à conserver la partie arrière, à travailler pour conserver la partie arrière sur les jardins et à céder la partie bâtiment. Voilà sur laquelle on travaille, mais nous avons des idées, je vous rassure, sur ce dispositif. Dans la rue Marc-Talavi, vous avez le 57, le 65, le 75, le 79T qui ont été préemptés. Oui, tout à fait. Pour éviter que toutes ces parcelles, comme ça se fait trop souvent, soient achetées par un promoteur immobilier qui ensuite dépose auprès de nos services un projet immobilier que nous ne souhaitons pas sur ce terrain-là. Mais je vous invite à ce qu'on puisque vous citez des points très particuliers, dès la prochaine commission Ville Durable, que l'on puisse regarder en détail ces questions-là. Mais je vous rassure, il y a bien un projet pour l'ensemble de l'îlot du Lavoir. De même en face du 43, la maison en cours de construction depuis 25 ans, on n'y fait rien. Monsieur Goetz, il me semble que vous avez dit que dès l'instant où le propriétaire n'était pas en même de faire les travaux, l'État pouvait saisir le bien. Si j'ai bien compris. Non, il y a une démarche en cours. Il y a une démarche d'abord pour trouver le propriétaire, puis ensuite obtenir de lui ce qu'il veut faire de ses travaux. C'est la démarche qui est en cours. Mais pour l'instant, c'est une propriété privée et il y a toute une démarche. Lorsque l'on souhaite comme ça, on repère un bien qui n'est pas entretenu à notre goût, mais il y a le propriétaire et a également la loi pour lui. C'est comme ça que certains utilisent des artifices pour prolonger la situation de leurs biens. Et une autre proposition, le terrain qui est entre la rue Marc-Talavi à Barategui, est-ce que ce terrain ne pourrait pas être dédié à faire des jardins partagés, puisque ça fait 30 ans qu'il est terrain vague, parce qu'il y a 5-6 mois, il y a des gens qui s'étaient installés. C'est ce que je vous dis, en fait. En fait, c'est l'idée que nous avons pour l'îlot du Lavoir, c'est un projet qui tourne autour de l'agriculture urbaine et donc qui sera travaillé avec les habitants de toute la zone. Voilà l'idée que nous avons. D'accord. Voilà. Merci pour la réponse. Je vous en prie. Y a-t-il d'autres questions, d'autres remarques ? Nous considérons donc cette délibération comme acceptée. Je vous en remercie. Toujours dans le pôle ville inclusive, nous passons au domaine de l'insertion et de l'emploi avec une première délibération sur le pli des Hauts-de-Garonne par Grégory Faucon. Merci. Donc le plan local pour l'insertion et l'emploi, le pli des Hauts-de-Garonne, s'inscrit dans un cadre politique de lutte contre le chômage et l'exclusion et s'adresse aux hommes et aux femmes en situation de pauvreté ou menacés de l'être et qui, par manque de qualification ou d'expérience professionnelle, ou en raison d'une situation personnelle ou sociale particulière, ont des difficultés majeures à trouver un emploi. L'objet de l'opération porte sur la mise en place d'un accompagnement professionnel PLI pour les salariés en parcours emploi compétences ou en contrat à durée déterminée de remplacement au sein de la ville afin de préparer leur sortie vers l'emploi durable. Un accompagnement
individuelle et renforcée avec des temps d'intervention collective sera mise en œuvre pour les agents en parcours emploi compétences ou en contrat à durée déterminée. Cet accompagnement doit permettre aux personnes d'accéder à un emploi durable, notamment dans le secteur marchand ou à une formation qualifiante. La rémunération des personnes en contrat aidé ou en CDD sera valorisée afin de permettre au PLI de mobiliser un fonds social européen complémentaire nécessaire à l'équilibre de sa maquette financière. Cette mobilisation est encadrée par les axes 1 et 3 du programme opérationnel national Emploi et Inclusion du Fonds social européen 2021. Il est donc demandé au Conseil municipal de permettre à ces agents recrutés par la ville de disposer d'un accompagnement professionnel PLI, de formaliser auprès d'AG3 PLI cet accompagnement en permettant aux agents concernés de disposer des outils d'insertion professionnelle mis en place par le PLI, et enfin d'autoriser Monsieur le maire à signer tout document afférent à cette demande. Ce dossier a été examiné lors de la commission Ville inclusive du 14 juin 2021. Y a-t-il des commentaires sur cette délibération? Des votes contre, Monsieur Bluge. Je voudrais savoir, est-ce qu'il y aura un bilan annuel qui sera fait sur les résultats obtenus? Alors, le pli des Hauts-de-Garonne et toutes ces actions sont financées très largement par le Fonds social européen qui demande des comptes en permanence. Donc, si vous voulez, nous sommes trois représentants, Monsieur le maire, Karima Tajri, ici présente, et moi-même, et nous assistons très régulièrement aux réunions de bureau du PLI, au conseil d'administration, au comité de pilotage, à l'assemblée générale annuelle. Et dans toutes ces réunions, il y a à chaque fois un retour quantitatif et qualitatif de ces actions. Et je peux vous assurer que nous y veillons et que le Fonds social européen aussi est très regardant et que les résultats doivent être au rendez-vous avec des retours vers l'emploi avérés sur des retours stables, durables. Sinon, cet organisme ne pourrait pas perdurer. Et c'est un organisme qui vient en complément de Pôle emploi, qui, comme je l'ai dit, s'adresse au public le plus éloigné de l'emploi, et que malheureusement, Pôle emploi n'est pas en mesure d'accompagner aussi bien, de manière aussi proche, et c'est bien parce que cet organisme a des résultats pour ce public-là qu'il perdure et qu'il continue à être financé. Merci pour ces explications, M. Faucon. Je vous en prie. D'autres commentaires? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous en remercie. Toujours le pli des Hauts-de-Garonne, cette fois-ci pour le plan de financement prévisionnel du référent pli. Oui, alors je ne vais pas vous présenter à nouveau ce qu'est le pli, puisque je viens de le faire. En tout cas, ce dispositif accompagne donc vers l'emploi durable des personnes exclues du marché du travail et concerne l'intervention de 2 référents de pli sur notre territoire, sur notre commune, avec un cahier des charges précisant leur mission, les critères de performance, avec des objectifs quantitatifs et qualitatifs. Une demande de subvention au Fonds social européen est sollicitée pour 2021. Suite à l'appel à projet AG3 PLI, dispositif PLI des Hauts-de-Garonne, concernant l'action intitulée Référent PLI, le plan de financement annuel prévisionnel s'établit, toutes taxes comprises, comme suit. Dépenses directes, 88 356 €. Dépenses indirectes, 17 671 €, pour un total donc de 106 027 €. Donc les dépenses directes de fonctionnement comprennent les salaires des 2 référents ou référentes PLI et sont intégralement prises en charge par le Fonds social européen. Pour l'action référent PLI, il est possible de valoriser les dépenses indirectes, c'est-à-dire le salaire proratisé du responsable du service municipal de l'emploi, le loyer, ainsi que l'ensemble des charges de fonctionnement. En effet, la nouvelle réglementation européenne accorde un forfait permettant de couvrir ces dépenses, la ville ayant fait le choix du forfait à 20%. Cette mobilisation est encadrée par les axes 1 et 3 du programme opérationnel national Emploi et Inclusion du Fonds social européen 2021. Il est donc demandé au Conseil municipal d'approuver ce plan de financement annuel prévisionnel de l'action référent PLI que je viens de vous présenter. Ce dossier a été examiné lors de la commission Ville inclusive du 14 juin 2021. Y a-t-il des questions, des commentaires sur cette délibération?
Qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous en remercie. Nous restons dans le domaine de l'insertion professionnelle pour cette délibération et l'adhésion à l'association Nos quartiers ont du talent. C'est Karima Tajri qui va nous présenter sa délibération. Oui, merci beaucoup. Donc, je vais d'abord vous présenter l'association Nos quartiers ont du talent. Donc, c'est une association loi 1901 qui agit sur le territoire national et qui a pour objet d'accompagner vers l'emploi les jeunes hauts diplômés, c'est-à-dire les jeunes d'un bac plus 3 minimum et âgés de moins de 30 ans, issus des quartiers défavorisés ou de milieux sociaux défavorisés. Et donc, cette association met en œuvre des actions concrètes et du suivi personnalisé, des actions de coaching à destination de ce public. La ville, qui n'a pas jusque-là ciblé ce public en particulier, souhaite compléter son action en faveur de l'insertion professionnelle par la mise en œuvre des dispositifs d'action à destination de ces jeunes diplômés. Il est donc demandé au conseil municipal d'approuver la convention d'engagement avec l'association Nos quartiers ont du talent, d'autoriser monsieur le maire à signer cette convention et d'approuver le versement d'une cotisation de 3 588 € pour la période du 1er septembre 2021 au 1er septembre 2022, qui sera une période test d'une année. Et ce dossier a été examiné lors de la commission ville inclusive du 14 juin 2021. Des questions, des commentaires sur cette adhésion? Un dispositif très intéressant pour nos jeunes diplômés. Non? Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Merci beaucoup. Nous restons dans le pôle ville inclusive et abordons maintenant le volet senior. Et Marielle Descoupes-Sibrac nous propose la prolongation de la date de validité des coupons repas. Merci. Oui, vous vous souvenez certainement qu'un dispositif de distribution de coupons repas avait été mis en place en fin d'année civile pour proposer aux aînés de plus de 65 ans un coupon d'une valeur de 25 € qui leur permettrait de prendre un repas dans un établissement de restauration de la ville, et ceci en substitution du traditionnel repas de l'âge d'or qui était offert mi-décembre tous les ans et qui n'avait pas pu se tenir compte tenu du contexte sanitaire. La date limite d'utilisation du coupon repas avait été fixée dans une délibération le 30 juin 2021. Et au vu du contexte sanitaire qui a conduit à la fermeture des établissements de restauration jusqu'à mi-mai, avec une réouverture, vous vous souvenez, le 9 mai, très peu de coupons ont pu être utilisés. 1400 avaient été distribués. Environ 12% ont été pour l'instant utilisés dans les restaurants de la ville. Partant du principe que maintenant que les restaurants sont réouverts, les coupons vont pouvoir être utilisés et les personnes qui en ont été bénéficiaires vont pouvoir sortir pour s'offrir un repas et un moment agréable. Il est proposé au conseil municipal de prolonger la validité de ces coupons jusqu'au 30 septembre prochain. Et ce dossier a été débattu et examiné lors du conseil d'administration du CCAS le 15 juin 2021. Y a-t-il des commentaires, des abstentions ou des votes contre la prolongation de cette superbe initiative qui nous a amené énormément de messages de satisfaction, tant des bénéficiaires que des restaurateurs, il faut bien le dire. On est tous d'accord, je vous en remercie. Nous passons maintenant aux délibérations du pôle Ville épanouie, avec une première délibération qui concerne le domaine de la culture. Et Stéphane Pérez-Dipéré va aborder le pilon 2020. Pour votre plus grande joie, d'ailleurs, comme tous les ans au mois de juin. Alors, il s'agira du pilon 2021. Le pilon consiste à éliminer des ouvrages ou documents dépassés et obsolètes de la médiathèque. Chaque année, depuis 2013, les exemplaires pilonnés sont mis à la vente lors de la bouquinerie et les recettes de cette vente versées au profit d'une association de la ville ou d'un projet culturel non défini à ce jour. Grâce au pilon annuel, les collections de la médiathèque sont sans cesse actualisées, renouvelées et en adéquation avec les attentes des lecteurs. La procédure consiste donc au déclassement des ouvrages sélectionnés. Sortis du domaine public, les documents pilonnés seront donc mis à la vente lors de la bouquinerie annuelle prévue le 28 août à la médiathèque du Bois-Fleuri, ou encore détruits pour ce qui concerne les plus abîmés et les plus anciens. Nous sommes en partenariat d'ailleurs sur ce point avec l'association du Livre Vert qui détruit ou donne une seconde vie aux livres très usagés.
En 2021, donc 6518 documents seront proposés au déclassement du domaine public, soit 2429 livres et revues du secteur jeunesse, 3245 livres et bandes dessinées du secteur adulte, 235 CD, 436 DVD, 106 jeux vidéo et 14 livres du secteur images et son, 23 documents multimédia, 28 livres des archives. Il nous est demandé donc d'autoriser les déclassements des documents figurant sur une liste consultable à la médiathèque ou auprès de la Direction générale des services. Ce dossier a été examiné lors de la commission Ville épanouie du 26 mai 2021. Nous sommes tous d'accord pour mettre ces documents et ces ouvrages au pilon. Pas d'abstention, pas de vote contre. Je vous en remercie. Nous restons dans le domaine de la culture avec une subvention exceptionnelle à l'association Nanafilm. C'est une association de la ville, justement. La ville fait de l'éducation artistique un des leviers pour la réussite éducative. Elle soutient notamment les projets visant à approfondir la culture cinématographique, l'éducation à l'image et l'audiovisuel. L'association Nanafilm, dont l'objet est de promouvoir l'éducation à l'image, propose un projet intitulé « Raconter », fait de deux mots, raconter et rencontrer, favorisant la rencontre avec les habitants du quartier Carrier autour de la pratique et de la diffusion d'un film documentaire faisant intervenir des professionnels du cinéma. Des ateliers pour les 6-18 ans seront proposés pour assurer la réalisation d'un film documentaire et sa diffusion. Le budget global de ce projet est de 8 488 €. L'association sollicite donc des aides cofinancées auprès de Alca Aquitaine pour un montant de 3 500 €, la politique de la ville et la cité éducative pour un montant de 1 780 € et notre ville pour un montant de 3 208 €. Cette action bénéficiera d'un fort ancrage sur le projet de renouvellement urbain à Carrier et permettra de créer du lien avec les différents acteurs du territoire mobilisés pour la jeunesse. Il est donc demandé au conseil municipal d'accorder à l'association Nanafilm une subvention exceptionnelle d'un montant de 3 208 €. Ce dossier a été examiné à la commission Ville épanouie du 24 février 2021. Pas d'abstention, pas de vote contre, pas de commentaires. Nous décidons donc de valider cette délibération. Nous passons maintenant au secteur sport. Et la première délibération qui sera présentée par Olivier Martin, comme chaque année, les avances sur subvention 2022 pour des clubs sportifs. Bonsoir. Donc, il s'agit de voter le versement au club. Donc, l'Union sportive lormontaise, Lormont Handball Haute-Garonne, le club athlétique Lormont Haute-Garonne. Donc, une avance sur la subvention 2022 qui leur sera attribuée en décembre prochain dans le cadre du budget préventif 2022. Cette procédure d'avance est justifiée par l'existence d'un décalage entre le budget des clubs en saison sportive et le budget de la ville en année civile. Elle est en place depuis maintenant plusieurs années et ne doit donc pas s'analyser comme une aide supplémentaire au club, mais comme un avaloir sur leur subvention annuelle de fonctionnement. L'avance proposée sur la base du budget prévisionnel de la saison 2021-2022 pour les clubs s'élève à Union sportive lormontaise 20 000 €, Lormont Handball Haute-Garonne 40 000 €, Club athlétique Lormont Haute-Garonne 60 000 €. Il est donc demandé au conseil municipal d'autoriser le versement d'une avance sur la subvention 2022 au club comme proposé ci-dessus, d'autoriser monsieur le maire à signer les conventions d'objectifs annuels correspondantes. Ce dossier a été examiné lors des commissions Ville épanouie du 26 mai 2021. Là aussi, une délibération classique que nous abordons chaque année. Pas de commentaires, vote contre, ni abstention. Je vous en remercie. Olivier Martin, toujours pour le camp de base de la Coupe du Monde de rugby 2023. Oui, la France accueille la Coupe du Monde de rugby en 2023. La collectivité s'est portée candidate pour être camp de base lors de cet événement et permettre ainsi aux équipes nationales qui le souhaitent de s'entraîner sur les installations de Lormont. Cette hospitalité serait une opportunité de mettre en valeur la ville et ses engagements en qualité de ville sportive, le club de rugby et les associations sportives, et développer des animations autour de l'événement. Il convient donc de signer la convention camp de base Coupe du Monde de rugby 2023 entre la ville et le groupement d'intérêt public, devenu partie du contrat d'organisation le 15 mai 2018, fixant les engagements de chaque partie conformément au cahier des charges fourni par l'organisateur. Il est demandé aux membres du conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à signer la convention.
Ce dossier a été examiné lors de la commission Ville épanouie du 26 mai 2020. Pas de commentaires, pas de vote contre, pas d'abstention. Je vous en remercie. Olivier Martin, toujours pour les tarifs de nos activités sportives. Oui, j'enchaîne. Donc certains tarifs de la direction éducation, jeunesse et sport doivent être créés, étendus à d'autres activités ou remis en place. Donc le service des sports organise des stages sportifs durant les vacances scolaires. Les tarifs vacances sportives existent, s'appliquant exclusivement à cette activité depuis le 1er avril 2012. Aujourd'hui, il est nécessaire d'étendre ce tarif à l'ensemble des stages organisés par le service des sports sur le temps extrascolaire. Des tarifs abonnement adultes et abonnement enfants pour la piscine ont été mis en place en 2012. Aujourd'hui, il est nécessaire de créer un tarif abonnement adulte réduit et repréciser à qui le tarif réduit s'applique. La reprise de l'école multisport du soir nécessitant la remise en place de son tarif qui avait été abrogé par la délibération au 21 juin 2013. Pour rappel, le tarif commune sera appliqué à l'ensemble de la cellule familiale pour le personnel communal, agents, enfants en charge et conjoints, et les règlements prévoient notamment les exonérations et remboursements possibles en fonction des situations justifiées. Donc il y a des tarifs qui ne sont pas modifiés, donc les séjours et week-ends, le guichet d'accès multiservices et concerts, les cours d'harmonie, la carte sport liberté, collège et lycée, la piscine municipale, l'école de perfectionnement, les temps d'activité périscolaire. Et donc on est sur un deuxième point, on a la création de tarifs. La création de tarifs sur les stages sportifs durant les temps extrascolaires. Donc ces tarifs sont valables pour des activités organisées pour 5 jours pleins. Pour tout stage de moins ou de plus 5 jours, le tarif sera calculé au prorata du nombre de jours ou de demi-journée. Remboursement uniquement sur présentation d'un certificat médical et à condition que le stage n'ait pas commencé. Ces tarifs seront applicables dès juillet 2021. On a aussi la création donc, au niveau de la piscine sur des tarifs abonnement adultes réduits. Donc les tarifs adultes réduits s'appliquent sur présentation des justificatifs aux demandeurs d'emploi, aux minima sociaux, aux seniors de 60 ans et plus, aux étudiants et aux adultes handicapés. Et enfin, il y a la remise en place du tarif école multisport du soir. Donc pas de remboursement possible une fois l'activité commencée. Et donc il est demandé au conseil municipal d'approuver l'ensemble des tarifs énumérés ci-dessus. Ce dossier est examiné lors de la commission Ville épanouie du 26 mai 2021. Commentaires? Oui, Madame Casanova? Une question concernant les tarifs créés, les stages sportifs pendant le temps extrascolaire, puisqu'ils sont créés, est-ce qu'ils existaient avant et s'ils sont maintenant payants, pourquoi? Alors, ils existaient déjà au préalable. Par exemple, on avait des stages à la piscine, sur des modules un peu de découverte sur les sauvetages côtiers, par exemple. Donc, et en fait, on avait un problème pour appliquer ce tarif. On prenait le tarif des vacances sportives. Et donc, l'idée, c'était que maintenant, on puisse formaliser vraiment ces stages avec un tarif qui correspond, en fait. Et après, il y a des stages aussi qui sont gratuits. Ça va dépendre des actions qui sont mises en place. Rappeler que j'ai toujours été opposée au fait que les temps d'activité périscolaire soient payants, ce qui n'est pas le cas dans plein de communes. Donc, je vais m'abstenir. Très bien, c'est noté. Y a-t-il d'autres commentaires? Des votes contre, des abstentions. Merci beaucoup. Puisqu'Olivier Martin est chaud, il peut franchir la haie suivante qui consiste au règlement des vacances sportives. Oui, la ville organise sur les vacances scolaires les vacances sportives qui s'adressent à des jeunes âgés de 8 et 14 ans. Donc depuis 2 ans, cette activité est également ouverte aux 5-7 ans sur certaines périodes. Donc afin de s'adapter à ce nouveau public et afin de clarifier certains points, il convient d'actualiser le règlement. Il est donc demandé au conseil municipal d'approuver le nouveau règlement des vacances sportives qui sera effectif dès l'été 2021. Ce dossier est examiné lors de la commission Ville épanouie du 26 mai 2021. Voilà, une délibération technique, pas de commentaires, pas de vote contre, d'abstention. Merci beaucoup. Et la ligne d'arrivée d'Olivier Martin sera la délibération sur la subvention exceptionnelle pour une formidable initiative du Club de Lormont Natation. Oui, en effet, le Club de Lormont Natation souhaite lancer une nouvelle activité axée sur la santé, nager forme santé. Ce dispositif sport santé est reconnu par la Fédération française de natation avec priorisation du public lormontais serait le premier sur la ville et nécessite l'achat de matériel. Dans ce contexte, le club demande une subvention exceptionnelle à la ville à la hauteur de 2 000 €.
Il est donc proposé au conseil municipal d'attribuer une subvention exceptionnelle au club de natation d'un montant de 2 000 € pour soutenir ce projet, d'autoriser monsieur le maire à procéder au versement de cette subvention à l'association Lormont Natation. Et ce dossier a été examiné lors de la commission Ville épanouie du 26 mai 2021. Des commentaires? Sommes-nous tous d'accord pour soutenir cette magnifique initiative? Je vous en remercie. Nous passons maintenant au secteur jeunesse. Et comme tout à l'heure pour les coupons repas, Stéphane Pérez-Dipéré va nous proposer de prolonger l'opération Coupons Jeunes. Oui, effectivement, il s'agit du pendant pour un autre âge du dossier numéro 2021-02-07-24 qui a été présenté tout à l'heure. La ville, donc, souvenez-vous, en date du 11 décembre 2020, nous avions voté la mise en place de coupons jeunes offerts à chaque jeune de la ville ayant entre 16 et 25 ans et habitant donc notre commune, d'une valeur de 25 € à utiliser dans les associations sportives culturelles de la ville ainsi qu'en paiement des activités municipales portées en régie et valables jusqu'au 31 décembre 2021. Vu le contexte, qui ne nous échappera pas, qui a compromis la diffusion et la distribution des coupons en début d'année 2021, un contexte aussi qui a été compromis par les activités associatives et nos propres activités de la ville qui ont été également mises à mal. Il convient donc de repousser les dates de la délivrance et de la validité de ces coupons. Il nous est proposé donc de fixer au 30 juin 2022 la nouvelle date. Ces coupons seront délivrés comme il l'était jusqu'à aujourd'hui au pôle Brassens-Camus, service jeunesse, sur présentation d'une pièce d'identité, un justificatif de domicile, jusqu'au 30 novembre 2021 inclus. La remise des coupons sera l'occasion de présenter au public jeune les différents dispositifs et les projets de soutien qui leur sont accessibles. Ces coupons jeunes ne se substituent pas au fonds d'aide aux jeunes, le FAGE, qui propose un soutien financier lié aux questions d'insertion. La ville s'acquittera auprès des associations concernées du montant des coupons accordés sur présentation d'un relevé des coupons reçus. Ce dossier a été examiné lors de la commission Affaires Générales du 1er juillet 2021. Des questions complémentaires, M. Bordenave? Oui, deux questions. La première, c'est est-ce qu'il est prévu à la rentrée de prévenir les enfants qui rentreraient au lycée, donc aux 3 lycées de la ville, justement de ce coupon qui pourrait exister? Première question. La seconde, c'est de se baser sur les fiches des listes électorales pour les 18-25 ans, dont on sait qu'ils habitent aussi sur la région, sur la commune, pardon, pour leur communiquer l'information. Et troisième question, il existe un pass métropolitain sur lequel la ville, Lormont ne s'est pas encore positionné, qui est en cours d'étude sur d'autres communes de la métropole. Est-ce que Lormont a bien prévu de l'utiliser l'année prochaine? Alors pour la première question, je crache dans le micro, c'est pas très élégant. Pour la première question, oui, il est prévu une communication à tous les établissements, collèges et lycées. Mais également une action beaucoup plus de proximité sur les différents quartiers, voilà, de nos agents. La deuxième question, rappelez-la moi, s'il vous plaît, Monsieur Bordenave. Le collège et le lycée, c'était pour les 16-18 ans, et pour les 18-25 ans, c'était effectivement ciblé via la liste électorale, les jeunes qu'on connaît. Alors ça, ce n'est pas prévu, non, effectivement. Voilà, excusez-moi. Ce n'est pas prévu, effectivement, de se cibler sur ces listes-là. Je ne sais pas dire si on en a le droit, mais en tout cas, nous ferons un travail de terrain vraiment proche des différents quartiers, et nous comptons également sur la communication des jeunes entre eux. Voilà, donc tous les réseaux sociaux de la ville, le site de la ville, tous les supports de com, le Lormont Actu, tout ça, ce sera effectivement mis en place. Voilà, c'est ce que je peux vous dire aujourd'hui. On s'appuiera aussi sur les associations, hein. Les assos elles-mêmes qui sont toutes informées, notamment il y a la JAG, il y a nos médianimateurs. Voilà, tout le monde est informé et tous ceux qui travaillent auprès des jeunes seront au courant. Et la troisième question, je l'ai oublié également. Sur le pass métropolitain. Alors, vous parlez de la carte jeune? Alors, vous voyez peut-être, je n'ai plus le nom en tête, effectivement, qui est en cours d'approbation ou d'études. Cette carte jeune est également en cours d'études ici, dans la ville. Nous l'avions refusée il y a 3 ans de ça, car le rapport, il n'y avait pas forcément une plus-value pour nos jeunes. Il faut savoir que toutes les actions que nous mettons en place à Lormont sont des actions qui sont à des tarifs déjà très bas. Et la mise en place d'une carte jeune, en tout cas sur notre commune, n'était pas
n'était pas souhaité à l'époque. Il y a une évolution aujourd'hui. Le dossier de la carte jeune a été remis en échange, avec notamment la possibilité pour nos jeunes de pouvoir, avec cette carte jeune, aller vers des actions ou des associations d'autres communes. C'est la raison pour laquelle nous allons travailler ça, et d'ailleurs ensemble avec la commission, à la rentrée. On va se laisser cette phase estivale à la métropole. Le dossier de la carte jeune a été remis en service, on va dire, à la réflexion au mois de mai. Donc ça laisse le temps aux communes, avec vous et nous tous, de pouvoir y réfléchir calmement. Voilà. Très bien. Un sujet de plus donc en pôle ville épanouie à traiter. D'autres commentaires, d'autres questions? On considère donc cette délibération comme acceptée. Je vous en remercie. Je laisse la parole à Stéphane Pérez-Dipéré, puisqu'il souhaite que nous organisions de nouveau le concours national des jeunes trompettistes. Pour votre plus grande joie aussi, hein, parce que ça intervient tous les 2 ans, depuis maintenant 4 ans. Donc nous organiserions le 4e concours national de jeunes trompettistes. Au regard du succès des 3 éditions en 2016, 2018 et 2020, l'école municipale de musique, danse, théâtre Dominique Boudot, que je citerai ensuite sous le sigle EMMDT, propose donc cette organisation en janvier 2022. Ce projet valorisant pour la ville regroupera, comme les éditions d'avant, 80 jeunes trompettistes âgés de 7 à 24 ans, venus de toute la France, qui concourront sur un programme imposé devant des jurys renommés. Il y aura toute une manifestation artistique aussi autour, avec des rencontres et spectacles. Les candidats seront répartis en 5 catégories. Trompetissimo pour les moins de 10 ans, cuivre pour les 10-12 ans, bronze pour les 12-16 ans, argent pour les 16-19 ans et or pour les 19-24 ans. La manifestation se déroulera sur 2 jours, du samedi 22 janvier au dimanche 23 janvier 2022. Les épreuves auront lieu en journée. Un concert sera organisé, comme je vous l'ai dit, le samedi soir. Et tous les participants se produiront le dimanche à l'issue de la cérémonie de remise des prix. Le financement de ce concours sera assuré par le budget courant 2022 de l'EMMDT et de nos partenaires habituels. Il nous est donc demandé d'approuver le principe de cette organisation, d'approuver le tarif individuel pour une inscription à 30 € pour les 2 jours, comprenant l'accès au concert du 22 janvier au soir, l'envoi légal par mail des partitions pour l'épreuve éliminatoire et pour l'ensemble des trompettes des candidats du concours du 23 janvier 2022. D'approuver le montant des indemnités versées aux membres des jurys, 750 €. Ce sont les mêmes montants si vous êtes au courant des précédentes éditions, mais effectivement nous sommes une nouvelle équipe, donc pour cette édition-là. Donc les indemnités, 750 € pour le président du jury, qui sera Clémence Saunier, qui sera présent les 22 et 23 janvier. 500 € pour chacun des 3 membres du jury permanent présents les 22 et 23 janvier également. Et 200 € pour chacun des 5 membres du jury présents uniquement sur la finale du concours le 23 janvier 2022. Ce dossier a été examiné lors de la commission Affaires Générales du 1er juillet. Tout le monde est d'accord pour que ce concours ait de nouveau lieu. Je vous en remercie. Je passe la parole pour le point suivant à Jean-Claude Feugas, pour la motion pour un véritable service public de l'énergie contre le démantèlement d'EDF. Jean-Claude Feugas, au nom de la majorité municipale. Chers collègues, depuis 1946, l'entreprise intégrée EDF est la garante du service public d'électricité. En matière de politique énergétique, ce choix stratégique de la France, au-delà de relever le pays au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, a largement fait ses preuves. Or, d'année en année, ce service public est mis à mal par la privatisation de pans entiers du modèle français de l'énergie, au détriment des usagers, des agents de ces entreprises et des collectivités gestionnaires de réseaux, avec comme conséquence une augmentation des tarifs, une augmentation de la précarité énergétique pour plus de 13 millions de personnes aujourd'hui, soit plus de 10% des foyers, ce qui a une incidence directe sur les finances des collectivités. Également un dumping social, une souffrance au travail, une désorganisation des collectifs de travail, une suppression d'emplois et l'externalisation massive d'activités vers la sous-traitance.
L'énergie n'est pas un bien comme les autres. Elle est un bien de première nécessité qui doit demeurer accessible à tous. Pourtant, des négociations autour d'un projet de découpage d'EDF baptisé Hercule, qui vise à mettre fin à l'unicité de l'entreprise nationale, sont menées dans la plus grande opacité entre l'Élysée et la Commission européenne. Ce projet Hercule vise à séparer l'entreprise publique en 3 entités. EDF Bleu, entreprise publique regroupant le secteur nucléaire et réseau transport d'électricité, RTE, et EDF Vert, société détenue à 65% par l'État et privatisée à 35%, regroupant principalement Dalkia, leader des réseaux de chaleur, EDF Énergie Nouvelle, filiale spécialisée dans le solaire et les éoliennes, la branche commerce d'EDF et Enedis, filiale chargée de la distribution d'électricité. Enfin, EDF Azur, filiale publique, qui contiendrait les barrages hydrauliques dont les concessions seraient remises en concurrence, potentiellement sans qu'EDF ne puisse se porter candidat à sa propre succession de par la loi sur les contrats de concession avec les collectivités. Or, ce schéma présente des risques majeurs pour les missions de service public. Les inquiétudes portent sur la place d'Enedis dans EDF Vert et la structure du capital d'EDF Vert. Ceci soulève de nombreuses questions et notamment comment sera assurée la gestion des réseaux de distribution, leur sécurisation, leur déploiement, leur réparation si des objectifs de rentabilité sont donnés par les nouveaux actionnaires. N'y aurait-il pas transfert de propriété des réseaux au profit d'EDF Vert afin de revaloriser les actifs de cette nouvelle structure? Cette manœuvre représente un risque majeur pour l'indépendance énergétique de notre pays. Ce serait la dernière étape de la trajectoire de la libéralisation du secteur de l'énergie. Dans les secteurs urbains densifiés, les offres des distributeurs seront nombreuses. En revanche, on peut s'interroger sur le maintien de la qualité des réseaux dans les territoires plus ruraux, car la rentabilité ne sera pas au rendez-vous et les tarifs s'envoleront avec la fin programmée des tarifs réglementés d'électricité. Il se profile une nouvelle contrainte pour les ménages, sachant que la part de l'entretien des réseaux représente déjà près de 50% de la facture des consommateurs. Ce projet n'est donc que financier et non industriel. Comme par le passé pour les télécommunications, il est à craindre que des logiques financières prennent le pas sur celles d'intérêt général et de service public. Dans un contexte où s'affirme plus que jamais la nécessité d'une transition écologique et sociale, l'alimentation en électricité de nos territoires doit être garantie par le secteur public. Le conseil municipal de Lormont s'oppose fermement à une restructuration en marche forcée d'EDF à 1 an de la présidentielle et réaffirme que l'énergie électrique et son accès font partie des besoins essentiels et à ce titre doivent être gérés par la collectivité. Aussi, les élus du conseil municipal de Lormont demandent au gouvernement de préserver le service public de l'énergie en affirmant le droit à l'énergie comme un droit essentiel pour tous, avec une gestion complètement publique d'Enedis et de RTE et une ligne budgétaire directe de l'État. De donner toute leur place aux collectivités, aux citoyens, aux salariés dans la gouvernance et pour une gestion locale et décentralisée de la production d'énergie. Enfin, d'organiser un véritable débat public sur l'avenir du secteur énergétique pour répondre aux enjeux de la solidarité énergétique, de la sobriété énergétique et du développement des énergies renouvelables. Merci à Jean-Claude Segas pour la lecture de cette motion qui est proposée donc par la majorité municipale. Y a-t-il des prises de parole, des commentaires? Monsieur Bordenave. Bonsoir. Il me semble, alors, autant je suis d'accord sur les 3 conclusions de fin de ce qu'on pourrait demander au gouvernement, autant il me semble que le projet Hercule a été abandonné depuis plus d'1 mois. Donc du coup, je suis gêné de signer une motion sur un projet qui n'a plus cours. Donc aussi, je souhaiterais m'abstenir sur cette décision, sur cette motion.
La motion qui est présentée a été celle qui a été présentée dans plusieurs conseils municipaux, ainsi que dans des collectivités territoriales, notamment par exemple le conseil départemental de la Gironde. Or, effectivement, si on écoute le ministre actuel, le projet Hercule serait abandonné au profit d'un projet Grand TDF qui reprend exactement, terme par terme, ce que je vous ai présenté concernant le risque de privatisation d'EDF. Donc, c'est effectivement une manœuvre très politicienne qui fait que, soi-disant, le projet Hercule sera abandonné. Il n'est pas abandonné du tout. Merci beaucoup. Madame Casanova ? Je tiens à la lutte des électriciens pour un vrai service public d'électricité, effectivement, et il a été bien mis à mal avec l'ouverture à la concurrence d'EDF et de GDF déjà en 2004-2005, et les plus de 4000 suppressions de postes entre 2016 et 2019 qui se poursuivent d'ailleurs. Les salariés se battent contre la privatisation effectivement annoncée et de plus en plus proche après des privatisations massives, dont les plus nombreuses, vous vous en rappelez, ont été faites sous le gouvernement Jospin. Je ne pense pas que le gouvernement Macron soit capable de faire ce que cette motion lui demande. Ce seront les travailleurs eux-mêmes, avec l'aide des consommateurs que nous sommes, qui pourront en finir vraiment avec cette logique de rentabilité et de concurrence du capitalisme par leur propre gouvernance sur la société. Malgré ces réserves, je soutiens la motion. Merci beaucoup. Y a-t-il d'autres prises de parole? Non. Monsieur Geoffrey Ruiz? On peut lui passer le micro, s'il vous plaît? Merci. Mes chers collègues, je vous avouerai que sur cette motion, j'ai longtemps hésité. Autant le fond de la conclusion me semble, et je pense nous semble à tous collectivement incontournable. On vient de vivre une période particulière où la production industrielle maintenue et publique s'avère indispensable. On l'a vu sur l'acheminement des masques, on l'a vu sur l'acheminement récemment des professions de foi pour les élections électorales. Donc je pense que nous sommes tous d'accord sur le fait que certains domaines de notre activité économique doivent rester publics. Je partage les 3 conclusions de cette motion, mais je ne peux pas aller dans le sens de quelque chose qui évoque des contre-vérités. Le projet Hercule, Jean-Claude, tu le dis toi-même, a été abandonné. La suite donnée aujourd'hui n'est pas encore en cours de négociation avec la Commission européenne. Non, mais je vais juste terminer. On va terminer, vas-y. Et nous, avec mon collègue Éric Leroy et Madame Gemma Dufaux, nous avions, dès le départ de cette mandature municipale, pris la décision de ne pas nous prononcer sur des sujets nationaux. On est là dans le cadre d'un conseil municipal pour traiter les problématiques de nos administrés. Nous serons vigilants, effectivement, sur ce sujet, essentiellement sur l'aspect du tarif, parce que nous avons des administrés qui sont en précarité et qui ne peuvent pas subir des augmentations tarifaires non maîtrisées de l'énergie, mais nous ne participerons pas au vote sur cette motion. Très bien. Donc si je récapitule, pour cette motion qui est portée la majorité, qui souhaite ainsi affirmer sa vigilance vis-à-vis de l'évolution de cette question. Ah, Monsieur Bluge, excusez-moi. Allez-y, je vous en prie. Vote contre. Très bien. Monsieur Bluge. Donc je le répète, pour cette motion que nous portons pour affirmer notre vigilance vis-à-vis de l'évolution de cette question, afin que nos administrés ne pâtissent en rien des décisions à venir, je note abstention pour Monsieur Bordenave, un vote contre de Monsieur Bluge et 3 qui ne participent pas au vote dans la majorité. Ok, je vous en remercie. Il reste pour un dernier point à valider le compte-rendu des... Ah non, c'est une information, excusez-moi. Vous avez tous reçu le dossier des décisions prises par le maire par délégation. Y a-t-il des commentaires sur ces délégations? Non. Je vous en remercie. Ah oui, Monsieur Bluge? Sur la licence 4, là, je ne comprends pas. Pour la licence 4, je ne comprends pas. On met place au Berny, les gondoles. Oui. Les gondoles, c'est pas place au Berny. C'est en face, ah oui, parce que vous voyez où c'est.
Hein, vous voyez où c'est exactement par rapport à la place en bas, Aristide Briand. Oui, c'est donc on va corriger le lieu exact. Je vous en remercie. Madame Casanova, je vous en prie. J'ai quelques points à faire remarquer. Premièrement, vous avez tous su que pendant 22 jours, il y a eu grève à la clinique de Lormont. Et je voulais vous dire donc qu'elles ont obtenu une revendication qui était vieille de 15 ans. Je ne sais pas si vous le savez, mais ça faisait 15 ans qu'elles se battaient pour que les 12 heures de travail qu'elles faisaient soient payées 12 heures et non pas 11h40. Et ça représente quand même un certain nombre de salariés de cette clinique qui ont des salaires qui plafonnent à 1 600 €. C'est pas les salaires de tous, mais pour beaucoup d'aides-soignantes ou d'employés de première de corvée, qui ont été tant vantés comme des héroïnes, c'est les salaires qu'elles ont. Elles ont dû se battre pendant 22 jours pour avoir cette revendication au moins d'obtenue, plus quelques postes et 60 € d'augmentation pour certaines infirmières, même pas pour toutes. Donc, ce que je voulais quand même dire, c'est que ce groupe, cette clinique appartient au groupe GBPNA, qui est donc très prospère et qui a de nombreuses autres cliniques et projets, dont c'est une clinique qui réalise des bénéfices puisqu'elle a fait 1,3 million de bénéfices en 2020. Les salariés se battaient pour 110 € d'augmentation brute pour tous et surtout pour de meilleures conditions de travail, comme vous avez pu le voir. Puisque face à elles, elles avaient une direction très très dure qui a multiplié les pressions, les provocations. Elle a même menacé de fermer la maternité si le travail ne reprenait pas. Elle a été condamnée en référé pour des réquisitions abusives des grévistes. Les salariés, en se battant, elles défendaient un service de santé fiable et de qualité pour la population de tout le bassin de la rive droite, l'hôpital le plus proche se trouvant à Libourne. Nous sommes tous et toutes concernés quand ces premières lignes se mobilisent dans un des secteurs les plus indispensables, mais où les démissions, si vous connaissez le secteur, sont en train de se multiplier. Les grévistes ont défendu jusqu'au bout un système de santé qui ne soit pas piloté par des intérêts financiers privés, mais par l'intérêt collectif. Nous devons assurer maintenant les grévistes de notre solidarité financière, car avec leur bas salaire, elles devront payer leurs jours de grève jusqu'en septembre. Je m'étais déjà adressée à Monsieur le maire à la demande des grévistes pour lui demander d'intercéder auprès de la direction et auprès de l'ARS. Je n'ai pas encore de réponse. D'autres premiers de corvée, les salariés de la SIAP Procinaire à Bassins, qui incinèrent les déchets hospitaliers, ont suspendu lundi une grève totale de 10 jours pour certains réquisitionnés avec la police qui est allée les chercher chez eux, tout simplement parce qu'ils se battaient pour défendre leurs emplois et leurs salaires. Je me joins donc à nouveau aux grévistes de PRBR, de la Polyclinique Bordeaux Rive Droite et à leur représentante CGT pour demander à Monsieur le maire et au conseil municipal ici de les soutenir par une contribution financière à leur caisse de grève, convaincus de votre attachement à un système de santé de qualité, accessible à tous et que vous saurez le manifester. Donc si vous avez besoin de connaître les coordonnées de la cagnotte, il n'y a aucun souci, on vous les donnera. Très bien, merci pour cette prise de parole. Je rappelle que, bien évidemment, concernant le premier point, les personnes de la clinique, il y a plusieurs, le maire Monsieur le maire en premier lieu, mais plusieurs personnes ont apporté beaucoup de soutien. Et c'est le moment de remercier ce soutien et Monsieur le maire qui est d'ailleurs intervenu à son niveau. Concernant cette motion, donc c'était déjà précisé. Concernant le compte rendu des décisions prises par le maire, parce que avant que vous preniez la parole, j'en en étais à cette information. Il n'y a pas de vote dessus. Ce conseil municipal est donc terminé. Je vous remercie. À Monsieur Bluge. Position à faire. La première, je vous en ai déjà parlé, c'est pour l'embellissement de la ville. Quand le maire a décidé de faire mettre des potences aux façades dans le Vieux-Bourg, donc il y a eu un appel aux volontaires. Des gens n'ont pas adhéré parce qu'ils ne voyaient pas ce que ça allait faire. Donc certains regrettent de ne pas avoir de potence maintenant. Et il y a eu également de nouveaux arrivants qui voudraient avoir des potences. Donc est-ce qu'on ne pourrait pas organiser par courrier oui. Et deuxième point, c'est
À partir du Haut-Carrier, quand on descend vers le pont d'Aquitaine, pour aller voir le point de vue, c'est très bien, mais il y a des personnes âgées, plus âgées que nous et en moins bonne forme, qui descendent. Et ils regrettent qu'au retour, il n'y ait pas quelques bancs pour qu'ils puissent récupérer un petit peu. Donc, là également, travaillons ensemble. Voilà. Je vous en remercie. On s'arrête là. Il y a beaucoup de points qui n'étaient pas prévus et que nous avons abordés. Je vous en remercie, Madame Casanova, vous l'avez déjà abordé. Je vous remercie pour ce travail collectif. C'est le dernier conseil municipal avant l'été. Donc c'est l'occasion de vous remercier sur la qualité de nos échanges lors de ce conseil municipal, mais également dans toutes les commissions où vous êtes tous très impliqués. Et même s'il y a encore des animations prévues sur la commune, dans ce week-end, avec notamment la journée sans voiture, le marché gourmand la semaine prochaine, les célébrations des festivités du 14 qui me permettent de souhaiter à chacun d'entre vous, de passer de bonnes vacances bien méritées, pour les nombreux dossiers qui nous attendent à la rentrée. Bonne soirée à tous. Oui, mais j'avais juste un petit mot à vous dire quand même. Vous pouvez pas attendre 2 secondes. C'est juste une information. Nous avons déjà terminé l'ordre du jour. Je vous propose que l'on s'arrête là, s'il vous plaît. Vous en avez pour 5 minutes. Hein. C'est par rapport à ce qui s'est... Non, mais... Vous pouvez aborder les autres personnes. En quoi ça vous gêne, monsieur? C'est par rapport à ce qui s'est passé à Carrier. C'est pour ça, c'est par rapport au... Nous en parlerons tranquillement une autre fois, mais madame, le conseil municipal est terminé, je vous en remercie. C'est pour les gens qui sont concernés. Bon, ils sauront comment vous conduisez puisqu'ils le voient en direct. Pas de problème.